À rebours, chapitre 4. Joris Carl Huysmans. Une voiture s'arrêta vers une fin d'après-midi devant la maison de Fontenay. Comme des Esseintes ne recevaient aucune visite, comme le facteur ne se hasardait même pas dans ces parages inhabités, puisqu'il n'avait à lui remettre aucun journal, aucune revue, aucune lettre, les domestiques hésitèrent, se demandant s'il fallait ouvrir. Puis, au carillon de la sonnette, lancés à toute volée contre le mur, ils se hasardèrent à tirer le judas incisé dans la porte, et ils aperçurent un monsieur dont toute la poitrine était couverte du col au ventre par un immense bouclier d'or. Ils avertirent leur maître qui déjeunait. « Parfaitement, introduisez, fit-il, car il se souvenait d'avoir autrefois donné, pour la livraison d'une commande, son adresse à un lapidaire. Le monsieur salua, déposa dans la salle à manger sur le parquet de pitch peint son bouclier qui oscilla, se soulevant un peu, allongeant une tête serpentine de tortue qui, soudain effarée, rentra sous sa carapace. Cette tortue était une fantaisie venue à des Esseintes quelque temps avant son départ de Paris. Regardant, un jour, un tapis d'Orient à reflets, et suivant les lueurs argentées qui couraient sur la trame de la laine, jaune Aladin et violet prune, il s'était dit « Il serait bon de placer sur ce tapis quelque chose qui remua et dont le ton foncé aiguisa la vivacité de ses teintes. » Possédé par cette idée, il avait vagué au hasard des rues, était arrivé au Palais Royal et devant la vitrine de chevet s'était frappé le front. Une énorme tortue était là dans un bassin. Il l'avait achetée, puis une fois abandonnée sur le tapis, il s'était assis devant elle et il l'avait longuement contemplée en clignant de l'œil. Décidément, la couleur tête de nègre, le ton de sienne crue de cette carapace salissait les reflets du tapis sans les activer. Les lueurs dominantes de l'argent étincelaient maintenant à peine, rampant avec les tons froids du zinc écorché sur les bords de ce test dur et terne. Il se rongea les ongles, cherchant les moyens de concilier ses mésalliances, d'empêcher le divorce résolu de ses tons. Il découvrit enfin que sa première idée, consistant à vouloir attiser les feux de l'étoffe par le balancement d'un objet sombre mis dessus, était fausse. En somme, ce tapis était encore trop voyant, trop pétulant, trop neuf. Les couleurs ne s'étaient pas suffisamment émoussées et amoindries. Il s'agissait de renverser la proposition, d'amortir les tons, de les éteindre par le contraste d'un objet éclatant, écrasant tout autour de lui, jetant de la lumière d'or sur de l'argent pâle. Ainsi posée, la question devenait plus facile à résoudre. Il se détermina en conséquence à faire glacer d'or la cuirasse de sa tortue. Une fois rapportée de chez le praticien qui la prit en pension, la bête fulgura comme un soleil, rayonna sur le tapis dont les teintes repoussées fléchirent, avec des irradiations de pavois visigoths aux squames imbriqués par un artiste d'un goût barbare. Des Esseintes fut tout d'abord enchanté de cet effet. Puis il pensa que ce gigantesque bijou n'était qu'ébauché, qu'il ne serait vraiment complet qu'après qu'il aurait été incrusté de pierres rares. Il choisit dans une collection japonaise un dessin représentant un essaim de fleurs partant en fusée d'une mince tige, l'emporta chez un joaillier, esquissa une bordure qui enfermait ce bouquet dans un cadre ovale, et il fit savoir, au lapidaire stupéfié, que les feuilles, que les pétales de chacune de ces fleurs seraient exécutés en pierreries et montés dans l'écaille même de la bête. Le choix des pierres l'arrêta. Le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt. Les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui abordent des fanaux de ces deux couleurs le long des tempes. Quant aux topazes, brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace. D'un autre côté, bien que l'Église ait conservé à l'améthyste un caractère sacerdotal, tout à la fois onctueux et grave, cette pierre s'est elle aussi galvaudée aux oreilles sanguines et aux mains tubuleuses des bouchères, qui veulent, pour un prix modique, se parer de vrais et pesants bijoux.
Seul parmi ces pierres, le saphir a gardé des faisans violés par la sottise industrielle et pécuniaire. Ces étincelles grésillant sur une eau limpide et froide ont en quelque sorte garanti de toute souillure sa noblesse discrète et hautaine. Malheureusement, aux lumières, ces flammes fraîches ne crépitent plus. L'eau bleue rentre en elle-même, semble s'endormir pour ne se réveiller en pétillant qu'au point du jour. Décidément, aucune de ces pierreries ne contentait des esseintes. Elles étaient d'ailleurs trop civilisées et trop connues. Il fit ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus bizarres. Finit par trier une série de pierres réelles et factices, dont le mélange devait produire une harmonie fascinatrice et déconcertante. Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs. Les feuilles furent serties de pierreries d'un vert accentué et précis, de chrysobéryl vert asperge, de péridot vert poireau, d'olivine vert olive, et elles se détachèrent de branches en almadine et en ouvarevite d'un rouge violacé, jetant des paillettes d'un éclat sec, de même que ces micas de tartre qui luisent dans l'intérieur des futailles. Pour les fleurs, isolées de la tige, éloignées du pied de la gerbe, il usa de la cendre bleue. Mais il repoussa formellement cette turquoise orientale qui se met en broche et en bague, et qui fait avec la banale perle et l'odieux corail les délices du menu peuple. Il choisit exclusivement des turquoises de l'Occident, des pierres qui ne sont à proprement parler qu'un ivoire fossile, imprégné de substances cuivreuses et dont le bleu céladon est engorgé, opaque, sulfureux, comme jauni de bile. Cela fait, il pouvait maintenant enchâsser les pétales de ses fleurs épanouies au milieu du bouquet, de ses fleurs les plus voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux transparents, aux lueurs vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et aigres. Il les composa uniquement d'yeux de chat de Ceylan, de cymophane et de saphirine. Ces trois pierres dardaient en effet des scintillements mystérieux et pervers, douloureusement arrachés du fond glacé de leur eau trouble. L'œil de chat d'un gris verdâtre, strié de veines concentriques qui paraissent remuer, se déplacer à tout moment selon les dispositions de la lumière. La cymophane avec des moires azurées courant sur la teinte laiteuse qui flotte à l'intérieur. La saphirine qui allume des feux bleuâtres de phosphore sur un fond de chocolat, brun sourd. Le lapidaire prenait note à mesure des endroits où devaient être incrustées les pierres. Et la bordure de la carapace, dit-il à des esseintes. Celui-ci avait d'abord songé à quelques opales et quelques hydrophanes, mais ces pierres intéressantes par l'hésitation de leur couleur, par le doute de leur flamme, sont par trop insoumises et infidèles. L'opale a une sensibilité toute rhumatismale. Le jeu de ses rayons s'altère suivant l'humidité, la chaleur ou le froid. Quant à l'hydrophane, elle ne brûle que dans l'eau et ne consent à allumer sa braise grise qu'alors qu'on la mouille. Il se décida enfin pour des minéraux dont les reflets devaient s'alterner. Pour l'hyacinthe de Compostelle, rouge acajou, l'aigue marine, vert glauque, le rubis balai, rose vinaigre, le rubis de Sudermanie, ardoise pâle. Leur faible chatoiement suffisait à éclairer les ténèbres de l'écaille et laissait sa valeur à la floraison des pierreries qu'ils entoureraient d'une mince guirlande de feux vagues. Des esseintes regardaient maintenant, blottie en un coin de sa salle à manger, la tortue qui rutilait dans la pénombre. Il se sentit parfaitement heureux. Ses yeux se grisaient à ces resplendissements de corolles en flammes sur un fond d'or. Puis, contrairement à son habitude, il avait appétit et il trempait ses rôtis enduites d'un extraordinaire beurre dans une tasse de thé, un impeccable mélange de sia fayoun, de moyutan et de kansky, des thés jaunes venus de Chine en Russie par d'exceptionnelles caravanes. Il buvait ce parfum liquide dans ces porcelaines de la Chine, dites coquilles d'œuf, tant elles sont diaphanes et légères, de même qu'il n'admettait que ces adorables tasses, il ne servait également en fait de couvert que d'authentiques vermeils, un peu dédorés, alors que l'argent apparaît un tantinet sous la couche fatiguée de l'or et lui donne ainsi une teinte d'une douceur ancienne, toute épuisée, toute moribonde.